Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo basée sur la géographie et l'histoire. On va parler d'un pays en particulier, mais pas n'importe quel pays. C'est plus qu'un pays, c'est un pays continent, c'est un pays qui va de la mer Baltique, qui va jusqu'à l'océan Pacifique. C'est un pays qui touche 14 autres pays. C'est un pays surtout qui, de l'ouest en est, mesure 9000 km. Il y a 11 fuseaux horaires sur tout le pays. C'est le plus grand pays du monde, la Russie. On peut y caser 27 fois la France. Mais par contre, il n'y a que, entre guillemets, que 147 millions d'habitants. C'est le 9e pays le plus peuplé du monde, alors que c'est le premier pays en termes de taille. Tout simplement parce que c'est un pays qui a une démographie négative, notamment au XXe siècle. Les femmes font 1,5 enfants en gros, en moyenne. Donc c'est un pays qui, en plus, a une mortalité importante. Donc c'est un pays qui ne progresse pas. Et il y a 147 millions d'habitants, c'est-à-dire en gros 2 fois la France. Vous voyez un peu la différence. Mais sur ces 147 millions d'habitants, vous en avez 78% qui habitent dans cette zone-là, c'est-à-dire l'ouest de la Russie européenne, donc à l'ouest de l'Oural, massif montagneux qui sépare en gros la Russie européenne et la Russie asiatique, voilà, qui va presque jusqu'en Amérique, parce que vous avez le détroit de Bering ici, qui sépare l'Amérique de la Russie. Si vous voulez, c'est un pays qui m'a toujours fasciné, parce que je me demande comment c'est possible d'avoir une telle taille. C'est complètement démesuré, ça n'a aucun sens. Ça a un sens historique par rapport à ce qui s'est passé, on va le voir, mais ça n'a aucun sens géographique. Il y a quand même genre 170 ethnies différentes dans tout le pays. Il n'y a pas d'unité, si vous voulez, il n'y a pas d'unité russe. Il y a des Russes qui ne parlent pas russe, vous voyez, c'est tellement grand. Et comme Moscou est quand même vachement excentré, Moscou, la capitale, est très excentrée, comment voulez-vous que Moscou ait une influence sur les territoires qui sont ici? C'est n'importe quoi, il y a 9000 km entre les deux. Ça n'a aucun sens. Donc on va essayer de voir à travers l'histoire comment ce territoire a pu être possible. Et encore, il était encore plus grand il y a 30 ans. On va y revenir. Comme on l'a vu dans ma vidéo que je vous conseille, ma vidéo sur les Vikings, premier État organisé qui a été fondé dans cette zone. Alors au début, on va vraiment être que là. L'histoire de la Russie, c'est principalement là. Donc ici, sur la Volga, ce sont les Vikings qui venaient de Suède. Les Suédois, eux, ils sont descendus en Russie, ils ont suivi la Volga, etc. Ils ont fait des pépettes dans cette zone-là avec le commerce. Et ils ont fondé le premier État organisé dans cette zone. C'est pas un État russe encore, même s'il porte un peu ce nom, puisque c'était le nom que leur donnaient les Slaves, les Russes, RUS. Et donc ils ont fondé la principauté de Kiev, les Russes de Kiev. Donc Kiev, c'est ici, maintenant c'est en Ukraine, qui sont alliés avec Novgorod, ici, et ils ont formé le premier État organisé, la principauté de Kiev. Ça a été un État qui était quand même assez instable. Il y a eu beaucoup d'attaques de nomades qui étaient déjà là. Avant les Mongols, il y avait déjà des nomades qui attaquaient beaucoup, mais c'est juste que c'était séparé, donc c'était plus facile à contrer. Cette grosse période a fini par engendrer la désintégration de la principauté de Kiev, surtout suite à l'attaque des Mongols. Donc cela, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Les Mongols, donc ils sont venus d'ici, logiquement, la Mongolie c'est ici. Ils ont colonisé, ils ont envahi la Chine, et ils sont allés vers l'ouest, ils sont allés jusqu'à l'ouest, ils ont dévasté le futur territoire russe. Les Mongols, donc, ont commencé leur invasion au tout début du XIIIe siècle. Ils sont arrivés dans la zone dans les années 1237-1242. Pendant 5 ans, ils ont dévasté toutes les principautés, notamment les principales villes, donc comme j'ai dit, Novgorod, Kiev, et aussi Moscou, qui à ce moment-là n'était pas une ville très importante, c'était plutôt une petite bourgade. Elle faisait 5 km². Ça va devenir par la suite une ville importante, on le sait. Les populations, comme partout les Mongols, seront massacrées ou mises en esclavage. Et les Mongols ne vont pas s'installer là, ils vont repartir, mais malgré tout, donc toutes les petites principautés vont devoir payer un tribut pendant des siècles aux Mongols. Du XIIIe siècle au XVIe siècle, Moscou va se développer et ça va devenir une principauté de Moscou, qui va commencer à annexer un petit peu toutes les autres principautés autour, ainsi sous Ivan III, donc au XVe siècle. Lui va tout simplement d'abord se nommer comme le premier souverain de tous les Russes, et avec toutes ses conquêtes, et le fait qu'il va repousser les Mongols aussi, il va multiplier le territoire de la principauté de Moscou par 4, donc autour de Moscou. Son fils, puis son petit-fils, donc son fils Vassili III, il s'appelait III également, c'est la même famille, c'est logique. Puis Ivan le Terrible, qui a changé de nom. Eux, vont continuer à conquérir des territoires autour, ils vont se développer. Donc Ivan le Terrible va parachever les conquêtes, mais il va perdre la Baltique face aux Suédois, qui eux se seront alliés avec le royaume de Pologne et de Lituanie, qui était un seul pays,
ils vont s'allier à la Suède. La Russie va perdre la Baltique à ce moment-là, mais ils vont la récupérer plus tard. Ivan le Terrible, ça va être le premier tsar de Russie. C'est le premier qui va se nommer tsar. Et tsar, c'est tout simplement le terme russe pour César. Les Césars, c'était ceux qui, à partir de Jules César, ont dirigé l'Empire romain. Et ben, les Russes vont récupérer le terme pour en faire le terme tsar. Du coup, comme ils ont été repoussés là, ils vont s'étendre au fur et à mesure par l'Est, notamment par les paysans. Les paysans vont commencer à s'installer comme ça progressivement. Grâce aux Cosaques aussi, les Cosaques étaient tout simplement des paysans qui vont devenir les gardiens de la frontière, et les conquérants aussi, la frontière russe. On va en reparler des Cosaques. Au début du XVIIe siècle, la Russie change de dynastie. Donc, juste depuis la fin du IXe siècle, c'était les descendants des Varegs, donc des Vikings suédois qui avaient fondé la Russe de Kiev. Et depuis, c'était toujours la même dynastie qui dirigeait cette zone. Eh bien, ça va changer. En 1613, ça va être les Romanov qui vont s'installer, et pour 3 siècles, jusqu'à la fin de l'Empire russe. Et il va y avoir notamment 2 souverains au XVIIIe siècle principalement, qui vont diriger le pays et qui vont faire de ce pays la puissance qu'on connaît. Et Pierre Ier, c'était un tsar très important, puisque lui, après avoir battu la Suède et récupéré la Baltique, il a fondé Saint-Pétersbourg, il en a fait sa capitale en 1712, et surtout c'était un modernisateur, c'est-à-dire que son pays était encore très asiatique dans la culture, et il a décidé de force de moderniser la Russie, la tourner vers l'Europe, notamment avec Saint-Pétersbourg, et surtout il a fondé l'Empire russe en 1721. Et sa descendante Catherine II, qu'elle a conquis les steppes vers la mer Noire, là ici, contre les Ottomans, elle s'est partagée la Pologne avec l'Autriche et la Prusse, tout simplement. Ils sont pas emmerdés, et là non plus, c'est pas la dernière fois. Alors à ce moment-là, par exemple, vous avez l'Ukraine et la Biélorussie, qui font partie de l'Empire russe, donc c'est quand même très important. Auparavant, les Russes se sont tellement développés vers l'Est, les Cosaques ont colonisé la Sibérie, ils étaient arrivés au XVIIe siècle, en 1640, ils étaient arrivés au Pacifique, ils ont fondé Irkoutsk, c'est au bord du lac Baïkal, là, qui est immense, là, en 1632, donc ça c'est avant tout ça. Ils ont franchi le détroit de Bering, là, et ils sont allés jusqu'en Alaska en 1740, donc vous voyez que déjà à ce moment-là, ils étaient quand même bien installés, mais en même temps, c'était un pays qui était extrêmement arriéré sur le plan économique, par exemple, puisque c'est un pays qui a développé le servage à l'époque où c'était quelque chose qui était en train de disparaître en Europe. Tout le côté, les terres appartiennent à un noble, sur lesquels les paysans doivent travailler, mais sur une terre qui ne leur appartient pas. Et ces nobles-là, en échange de cette terre, doivent servir le tsar quand il a besoin d'eux. Donc c'est quelque chose qui existait en Europe jusqu'au XVIIIe siècle et qui a perduré, qui s'est même renforcé en Russie au moment où ça disparaissait en Europe. Et dans le même temps, ils font venir beaucoup de colons allemands, par exemple, des savants, etc., pour devenir une puissance européenne. Et elle va le devenir après un événement qu'on connaît tous, les guerres napoléoniennes. Les Russes vont évidemment en faire partie, ils vont même avoir un rôle plus que majeur, même clé, dans l'issue de ces guerres napoléoniennes, qui auraient pu être tout autre si Napoléon n'avait pas décidé d'attaquer la Russie. Au départ, les Russes, comme tous les autres grands royaumes, les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens, etc., étaient alliés tous contre Napoléon, mais ils se faisaient tous taper par Napoléon. Alexandre Ier, qui était le tsar de Russie à l'époque, a fini par signer une alliance à Brest-Litovsk avec Napoléon. Et pendant 5 ans, il n'y a pas eu de guerre entre les Russes et les Français. Ils en ont profité pendant cette période pour annexer la Finlande, qui était à la Suède à ce moment-là. En 1812, Napoléon fait l'erreur que refera Hitler plus d'un siècle plus tard. Il va attaquer son allié russe, alors qu'il était à son top, Napoléon. Il ne pouvait pas être meilleur. Comme Hitler au siècle suivant, il va attaquer, il va aller directement à Moscou. En octobre 1812, la ville brûle, on ne sait pas qui a mis le feu à la ville, on pense que ce sont les Russes eux-mêmes. On est en plein hiver russe, la ville a été détruite, donc les Français repartent. Et là, c'est la retraite de Russie, et c'est un cauchemar pour la grande armée, qui est décimée notamment en Biélorussie au bord de la rivière Bérésina. Après le fait que les Russes aient battu le grand Napoléon, grâce notamment à la taille de son empire et à son climat particulier, les Russes vont devenir une grande nation européenne. À ce moment-là, ils vont continuer leur expansion, notamment au sud, en se battant contre l'Empire ottoman et l'Empire perse. Pour récupérer des territoires, ils vont obtenir des conquêtes dans le Caucase, notamment la Géorgie, l'Arménie,
Ils vont arriver jusqu'aux bouches du Danube. Dans les années 1853-56, il y a la guerre de Crimée. Pour aider l'Empire ottoman, les Français et les Anglais se sont alliés aux Ottomans contre les Russes. Et donc c'était Napoléon III à l'époque qui s'est allié. On imagine qu'il a voulu rendre hommage à son oncle et venger un peu son oncle. Mais c'est une des rares fois que les Russes ont été tenus en échec. En Europe, vous aviez partout des parlements, des partis, des syndicats, une presse. Tout ça, ça n'existait pas en Russie. Il n'y avait ni parlement, il n'y avait pas de parti, pas de syndicat, pas de presse, rien. C'était une dictature totale. Au début du XXe siècle, ils vont chercher à se développer, notamment ici en Corée. Et pour cela, ils vont devoir se coltiner les Japonais, qui eux étaient en train de s'éveiller vraiment à la modernité. Et les Russes vont être battus par les Japonais en 1905. Les Japonais qui sont beaucoup plus modernes qu'eux et qui sont très loin. C'est-à-dire que pour gérer une guerre à 9000 km, c'est très compliqué. Donc les Russes vont être battus. Cette guerre perdue contre les Japonais va provoquer une première révolution en Russie qui va finalement échouer dans le fait de renverser le tsar, mais qui va obliger le tsar à créer la Douma. La Douma, donc c'est la future assemblée russe qui existe encore aujourd'hui. Il crée la Douma, il y a des élections logiquement, et comme il perd les élections, du coup il change les règles pour garder la majorité. Dans les faits, il n'y a pas de changement réel, le tsar reste au pouvoir, mais la Douma a quand même été créée. On en vient à la Première Guerre mondiale. Donc comme vous le savez peut-être, la Première Guerre mondiale a été provoquée par un événement en Serbie, l'assassinat du prince d'Autriche, Hongrie, en Serbie. Les Autrichiens agressent la Serbie est alliée à la Russie, qui est alliée aux Français et aux Anglais. Les Autrichiens sont alliés aux Allemands. Toute l'Europe tombe dans la Première Guerre mondiale. Nous, on connaît que le front ouest. Si les Russes n'avaient pas été dans la Première Guerre mondiale, on aurait perdu la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que les Allemands étaient opposés à l'ouest aux Français et aux Anglais, et à l'est aux Russes. Donc les Allemands ont dû mener 2 fronts pendant 3 ans. Les Russes ont mené une guerre terrible aux Allemands, donc sur le front est, qui leur a coûté beaucoup d'hommes. 3 ans après, le peuple n'en pouvait plus, notamment sur le plan économique, sur le plan des pertes humaines, c'était terrible. Et donc, il y a eu une première révolution en février 1917 qui a fait tomber le tsar, qui sera assassiné un peu plus tard avec toute sa famille, Nicolas II. La Russie devient une république, mais pas très longtemps, puisque la République refuse de terminer la guerre contre les Allemands. Donc les bolcheviks mènent un coup d'État, ils prennent le pouvoir, et ils signent un accord de paix avec l'Allemagne, où en gros, ils perdent 800 000 km² de territoire. La Pologne, l'Ukraine, les Pays-Baltes, tout ça, donc plus que la France. Les Allemands, ils peuvent rapatrier leurs unités sur le front ouest. Les Russes, de leur côté, doivent mener une guerre civile de 3 ans entre les Russes blancs, qui étaient favorables à la royauté, à l'Empire, etc., et les rouges, qui étaient donc les bolcheviks, c'est eux qui vont gagner, alors que les blancs étaient aidés notamment par les grandes puissances occidentales. Les rouges gagnent et fondent l'URSS en 1922. Et ça va être, comme vous le savez, une dictature absolument effroyable. Il va y avoir des famines atroces. Sur la Volga, vous avez une famine qui va faire 1 million de morts. En Ukraine, dans les années 32-33, vous avez de 2,5 à 5 millions de personnes qui meurent de faim. Tout ça est dû à une collectivisation totale des terres. Les paysans qui sont incités à travailler comme des chiens sur leurs terres pour rien. Évidemment, Staline qui prend le pouvoir en 1924 à la mort de Lénine, un boucher effroyable, qui a fourni les goulags, qui a envoyé des dizaines de millions de gens mourir dans les goulags, des opposants, etc. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, les Russes, ça va être les ennemis d'Hitler. Hitler pense que les Russes ne sont qu'un peuple d'esclaves. Et au dernier moment, en 1939, les Russes et les Allemands signe un pacte de non-agression en secret. Quand l'Allemagne attaque la Pologne, les Russes attaquent la Pologne de l'autre côté. La Pologne, évidemment, est écrasée, elle est divisée en 2. Tous les États baltes et tout sont récupérés par les Russes. Et donc Hitler a les mains libres pour envahir le reste de l'Europe, sachant que les Russes sont dans leur coin. Staline ne va jamais croire que Hitler va se retourner comme Napoléon s'était retourné contre Alexandre Ier. De la même manière que Napoléon a fait l'erreur d'attaquer les Russes alors qu'ils étaient de leur côté. Qui sait ce qui se serait passé si Napoléon avait gardé les Russes de son côté? Peut-être que l'Europe serait restée napoléonienne, on ne sait pas. Eh bien là, pareil. La clé de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas le débarquement américain. La clé de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le fait qu'Hitler attaque l'URSS alors que c'était son allié. Dans un premier temps, alors il va envoyer une armée immense de plus d'1 million d'hommes. Dans un premier temps, évidemment, il va se balader. Sauf que la différence de Napoléon, c'est que Napoléon, lui, il voulait une conquête politique. Donc il a été directement à Moscou. Hitler, lui, ce qu'il voulait, c'était étouffer les Russes sur le plan économique, énergétique. Il voulait récupérer notamment le pétrole dans le Caucase. Il s'en foutait de Moscou. Lui, ce qu'il voulait, c'était conquérir aussi Leningrad, qui était Saint-Pétersbourg. C'était le nouveau nom de Saint-Pétersbourg sous l'URSS. Et Stalingrad. Les 2 villes ont résisté. Le peuple s'est sacrifié. Il est mort de faim pour la plupart.
Mais les deux villes ont tenu. En attendant, les Russes se sont réorganisés. Ils ont mené une contre-attaque. Les Allemands se sont fait atomiser. Ils ont dû reculer. 3 ans après, les Russes étaient à Berlin. Ce qui est marrant, c'est de vraiment voir le côté identique des deux. C'est-à-dire deux conquérants complètement mégalomanes. Comment ils pouvaient imaginer envahir la Russie? C'est-à-dire que Napoléon, il a eu Moscou, mais il n'a pas eu la Russie. Et Hitler, il a failli avoir les deux villes stratégiques. Peut-être que s'il les avait eues, ça aurait changé quelque chose. C'est impossible d'envahir la Russie. Même si vous chopez Moscou, après, il faut quand même arriver jusqu'au détroit de Bering. Après ça, la Russie, évidemment, est dévastée. Elle a un petit peu de mal à s'en remettre, sauf que 12 ans après, les Russes sont les premiers à envoyer un objet dans l'espace, Sputnik, en 1957. Et 4 ans plus tard, ils envoient un homme dans l'espace, Yuri Gagarin, des années avant que les Américains parviennent à mettre le pied sur la Lune. Et ça, c'était après la mort de Staline en 1953. Le régime s'est un petit peu adouci ensuite, en même temps, c'était pas difficile. Sous Khrouchtchev, etc., Brejnev, on est quand même en pleine guerre froide. Une guerre d'influence sur le monde, entre l'URSS et les États-Unis pour conserver une influence vraiment dans plein de petits endroits, notamment au Vietnam. On peut toujours se demander pourquoi les Américains sont allés se faire chier au Vietnam. Tout simplement parce que les communistes voulaient prendre le Vietnam. Et donc tous ces endroits-là où il y a eu des affrontements, des fois il n'y avait ni Américains ni Russes, mais il y avait quand même toujours une influence. En 1985, Mikhail Gorbatchev, qui devient chef de l'URSS, il commence à faire des réformes sur le plan démocratique. Il y a même des élections qui sont faites. En 89, le mur de Berlin s'écroule à Berlin. Moins de 2 ans après, l'URSS disparaît. Ce qui est incroyable finalement, c'est qu'en 91, vous avez 14 pays qui prennent leur indépendance de l'URSS. Donc l'URSS, c'était, il y avait 15, enfin des républiques, ils appelaient ça des républiques, dont la Russie, qui était évidemment beaucoup plus grande que les autres. Et tous les 14 pays prennent leur indépendance. Donc ça va donc des États baltes, la Biélorussie, vous avez l'Ukraine, la Géorgie, vous avez l'Arménie, l'Azerbaïdjan, vous avez le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan aussi. Tous ces pays-là prennent leur indépendance. Et à ce moment-là, les Russes, ils perdent presque un quart de leur territoire. C'est-à-dire que tous ces pays-là, ça fait 5,2 millions de kilomètres carrés. C'est gigantesque. Vous imaginez, le Kazakhstan, par exemple, c'est un pays absolument immense. Ils perdent tous ces territoires-là, mais ils gardent quand même, finalement, tout en perdant 14 républiques sur 15, ils gardent plus des 3 quarts de leur territoire. Et ils gardent surtout plus de la moitié de leur population et de l'industrie qui se situe essentiellement à l'ouest, tout en se faisant dépecer d'un quart de leur territoire, parce que la Russie fait 17 millions. Malgré tout, ils arrivent quand même à s'en sortir, à rester le pays le plus grand du monde. Après Eltsine, Boris Eltsine, donc pendant 10 ans, c'est Poutine qui a pris le pouvoir. On sait ce qui se passe maintenant sous Poutine, hein, donc ça fait 20 ans qu'il règne sur la Russie. On sent vraiment que les Russes, ils aiment ça. Ils aiment être dirigés par quelqu'un de fort, qui se bat avec des ours à main nue, se balader torse nu, etc. Ils aiment ça. Les hommes autoritaires, les autocrates. La démocratie, ça ne leur parle pas parce que finalement, les Russes, ils n'ont jamais connu ça. Ils ont essayé de se battre pour ça. Même si les élections sont truquées, on sait que les Russes, ils aiment bien Poutine. Parce que finalement, la Russie reste forte avec lui. C'est ce qui compte pour eux. Ils sont très nationalistes. C'est absolument fascinant comme peuple. Et en même temps, on a du mal à nommer ça comme un peuple unique parce que ceux qui habitent à Moscou, je pense qu'ils n'ont absolument rien à voir avec ceux qui habitent à Chersky, là, ou à Nadir, etc. C'est un pays qui est une mosaïque d'ethnies, même si aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de l'URSS qui avait par exemple attaqué l'Afghanistan à une époque. Ils sont quand même en train d'agir ici en Crimée pour annexer la Crimée. Ça fait depuis 2014 qu'il y a un conflit entre les pro-russes et les Ukrainiens en Crimée. Ils continuent à être expansionnistes. C'est un pays qui n'est pas comme les autres, quoi. C'est un pays qui est à la fois européen et qui est très, très asiatique quand même, malgré tout, très influencé par l'Asie. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.